Bienvenue à tous sur Show News pour cet entretien spécial avec Herman de Paris au combat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du Centre canadien de prévention de la radicalisation à la violence. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce centre et ses objectifs surtout, monsieur de la prise au combat? Oui, absolument. Le Centre de prévention de la radicalisation militant à la violence est une ONG. C'est une ONG, un organisme à but non lucratif qui a pour vocation évidemment de prendre en charge les personnes en situation de radicalisation, mais surtout de développer des stratégies au niveau canadien en termes de prévention, c'est-à-dire agir en amont face au phénomène de la radicalisation. Donc nous avons fait un choix, c'est un choix de société. Pour nous, l'antidote contre l'extrémisme violent, c'est l'éducation, c'est l'implication de la société civile. Donc c'est un choix stratégique, opérationnel. Et c'est un centre canadien donc, qui est totalement autonome. Vous ne dépendez pas du gouvernement fédéral ni du gouvernement du Québec. Absolument, on est très indépendant. On est bien que nous soyons financés par le gouvernement, mais nous sommes très indépendants, autant en termes de politique, autant en termes de stratégie. Vous savez, nous avons d'ailleurs une ligne verte pour l'ensemble du pays. Les gens qui appellent le centre sont des gens qui n'appelleront pas la police. Donc c'est une alternative à la judiciarisation. C'est un lieu où les parents peuvent nous appeler pour avoir de l'assistance. Donc ça fait en sorte qu'on est des partenaires du gouvernement. Nos relations avec le gouvernement, avec les services de police sont très bien codifiées, mais nous sommes indépendants sur tous les points. Il faut bien préciser que ce centre que vous dirigez aujourd'hui est pionnier en la matière au Canada, mais aussi en Amérique du Nord. On a du mal à penser qu'aux États-Unis, un pays qui a été touché longtemps par le terrorisme, notamment en septembre, n'ait pas pensé à parler de prévention de la radicalisation. Pourquoi, selon vous, et pourquoi est-ce que le Canada est pionnier en la matière? Écoutez, j'irai plus loin, je dirais même en Europe. On n'a pas d'équivalent en Europe actuellement. Certes, il y a certains pays qui s'y intéressent. Vous savez, le Canada, c'est l'un des pays en Amérique du Nord où le taux de criminalité est le plus bas. Nous avons toujours cru à la prévention du crime. Au Canada, notre conception de la sécurité est fort simple. L'État ne peut pas être seul fiduciaire de la sécurité publique. Il faut impliquer la société civile. Les citoyens sont également responsables de cette sécurité publique. On a tout simplement changé nos stratégies en disant que pourquoi on est une société où la criminalité est très basse, pourquoi avons-nous agi autrement par rapport à cette historique du Canada? Et on est revenu à nos vieilles habitudes en mettant davantage d'argent, davantage de stratégie en matière de prévention. Vous savez, pour le politique, la prévention n'est pas quantifiable, hein? Ça prend du temps. On investit en prévention aujourd'hui, les résultats, c'est dans 15, 20 ans. Alors, pour le politique, c'est pas rentable. Mais au Canada, nous croyons beaucoup à la prévention et les politiciens y croient également. Et ce qui nous différencie aussi des autres du pays voisin, c'est le fait que nous abordons la radicalisation dans une perspective plus large. Nous, la radicalisation, ce n'est pas que l'islam. La radicalisation, c'est l'extrême droite. La radicalisation, c'est l'extrême gauche. Donc, il faille s'intéresser à toute forme d'extrémiste. Donc, c'est pour cela que le centre, aujourd'hui, fait pignon sur rue en disant que nous avons une approche non stigmatisante. Et nous aurons l'occasion de parler évidemment de l'islamisme politique qui est toujours pointé du doigt. Est-ce qu'on peut dire, monsieur de Paris au combat, que l'action de votre centre est associée à la lutte antiterroriste, ou est-ce que vous, votre travail, en fait, vient juste avant le début de cette lutte? Absolument. Nous on est en amont. On est en amont. Nous, l'approche que nous avons adaptée, c'est fort simple. Il ne faille pas seulement s'intéresser aux symptômes. Aux symptômes, c'est quoi? Ce sont des attentats. On veut aussi comprendre pourquoi un jeune Canadien décide, par exemple, d'aller en Syrie. Pourquoi un jeune Canadien décide, par exemple, de commettre un acte de violence. On veut comprendre les causes pour en prévenir. Donc, la prévention, c'est bien avant, c'est en amont. Pour nous, la prévention, c'est de connaître des facteurs de vulnérabilité et de miser sur des facteurs de protection pour éviter qu'il y ait un basculement. Donc, on est bien avant. Nous, lorsqu'on parle de prévention, on fait de la prévention qu'on savait bien. Nous, on parle de prévention dans les écoles, les universités, les maisons de jeunes, les centres communautaires. Donc, c'est une obligation, je dirais, plus ou moins morale chez nous de parler de ces enjeux dans nos milieux communautaires. Donc, c'est en amont. Vous dites que vous cherchez à comprendre pourquoi un jeune Canadien va en Syrie pour faire la guerre. Est-ce que vous avez trouvé des réponses à vos questionnements? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce qui pousse les jeunes Canadiens ou d'autres nationalités à choisir le chemin du terrorisme? Écoutez, on ne se radicalise pas de la même manière à Montréal, à Alger ou à Paris ou à Bamako.
chaque contexte a ses propres explications, chaque contexte a ses propres réalités. Et dans le cas du Canada, lorsqu'on regarde le profil, même si je n'aime pas le terme profil, les raisons qui poussent certains de nos jeunes à se radicaliser, vous avez par exemple des questions de vulnérabilité psychologique, les questions de quête identitaire, toute la question de la stigmatisation, des préjugés. On a par exemple la question sur l'islamophobie. Bref, ce sont vraiment des enjeux de société qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit chez nos collègues en Europe, la question du chômage, la question de pauvreté ailleurs, etc. Nous, on est vraiment dans une dynamique identitaire et ça fait en sorte que nos jeunes se radicalisent. Le gros du problème qu'on a, c'est qu'on a des jeunes qui sont en questionnement, je prends l'exemple des jeunes issus de la communauté arabo-musulmane qui s'interrogent par exemple sur la religion. Et il y a des gens au Canada, c'est que nous appelons des agents de radicalisation. Ces personnes-là vont manipuler, instrumentaliser ces jeunes pour les pousser vers le pire, donc par exemple quitter le Canada. Donc c'est des questionnements au départ qui sont légitimes, mais nos jeunes malheureusement tombent sur des manipulateurs et qui leur font miroiter un bonheur ailleurs. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les services secrets, avec les services de renseignement, que ce soit canadiens ou ceux d'autres pays qui, eux aussi, sont aux avant-postes de la lutte antiterroriste? Écoutez, je dirais que nous avons un protocole de collaboration avec les services de police. La seule façon, la seule manière ou le seul moment où je peux intervenir, communiquer avec la police, c'est lorsque j'ai des faits, de l'information comme quoi un individu est sous le point de commettre un acte de violence. Dans ce cas, j'ai l'obligation d'informer la police. Sinon, je n'ai pas cette obligation. Nous avons des grilles d'évaluation de la dangerosité. Nous les appliquons de bonne foi parce qu'il faut que vous devez comprendre, les gens qui appellent le centre, c'est les gens qui ne vont pas appeler la police parce qu'ils ont peur de la judiciarisation. Donc, ils nous font confiance et nous analysons. Et si on estime qu'il y a un danger, nous informons la police. Je vous dirais, par exemple, pour 2017, on est rendu pratiquement à plus de 900 appels. Sur 900 situations, demandes, j'ai transféré à la police une trentaine de cas. Vous voyez, donc c'est très rare. Parce que la décision de transférer un cas à la police est lourde de conséquences. À chaque fois que je transfère un cas, c'est-à-dire j'accepte qu'il y ait un processus judiciaire qui s'enclenche. Donc, j'accepte que la personne que je vais signaler à la police soit judiciarisée. Donc, il faille l'analyser parce qu'en même temps, on joue sous le lien de confiance. Donc, c'est important d'avoir cette balise. Et au Canada, tout est clair. Hein? Les balises sont définies. Donc, c'est une obligation, s'il y a un danger imminent, d'informer la police. Sinon, vous savez, on peut être radical sans nécessairement passer à la violence. Donc, nous, nos spécialistes vont prendre en charge la personne et puis voilà, on travaille, je dirais, de manière complémentaire avec les services de police. Alors votre pays, le Canada, a également été touché par le terrorisme, plusieurs attentats, notamment celui du Québec où il y avait 2 Algériens qui étaient décédés. D'ailleurs, l'ancienne ambassadrice Isabelle Roy avait rendu hommage à cette famille et a aussi présenté ses condoléances. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a un sentiment anti-musulman au Canada ou un sentiment islamophobe qui associe automatiquement islam et terrorisme? Est-ce que vous combattez déjà ce sentiment, s'il existe? Oh non, non, ça va être difficile de nous comparer à nos collègues européens. Nous, on a l'islamophobie. Qui sont islamophobes? Non, 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 que les débats qu'on entend oui. de nos collègues, nous, on est très loin. Vous savez, l'une des manières qu'on s'est démarqué au Canada, c'est le fait qu'on a très rapidement reconnu que la radicalisation n'est pas islamique. Elle peut être de gauche, de droite. C'est un fait. Et dans nos stratégies de lutte à la radicalisation, nous avons toujours attaqué la radicalisation dans une approche, je dirais, plus globale. Donc, on n'a jamais stigmatisé, mais en même temps, on n'est pas une société à l'abri de certains individus qui auront des comportements islamophobes, etc. Donc oui, ça existe, mais je dirais pas, on n'est pas les premiers, nous ne sommes pas encore moins les derniers. Mais je vous prends un exemple. Au mois de 23 novembre de l'année dernière, j'ai rendu public des chiffres que nous recevons via notre ligne verte, où je m'inquiétais de la montée de l'extrême droite à Québec, par exemple. J'ai rendu public ces chiffres le 23 novembre et le 26 janvier, on a eu l'attentat de Québec. Alors, ça veut dire qu'on était vigilants, ça veut dire qu'on a pointé le bon diagnostic. Un des enjeux de sécurité publique au Canada actuellement, ce n'est pas l'islam, c'est l'extrême droite. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes Canadiens aujourd'hui qui partent encore en Syrie, même c'est de moins en moins après la chute de Raqqa et des bastions terroristes? Est-ce qu'il y a encore des Canadiens aujourd'hui qui voyagent vers ces régions du monde pour faire la guerre sainte, comme ils le disent? Écoutez, je pense que c'est une belle question à poser à nos services de renseignement, mais c'est que je peux vous dire que depuis les 3 dernières années, nous avons mis beaucoup d'efforts en termes de prévention, en termes d'analyse. Ça a marché? Je pense que ça marche parce que aujourd'hui, c'est rare sont les parents qui vont nous appeler en nous disant que, écoutez, mon fils a pris l'avion pour aller demain.
demain, aller en Syrie. C'est très rare. Et je pense que nos services de renseignement sont de plus en plus vigilants. Je pense qu'aujourd'hui, on a vite compris qu'il va falloir être vigilants les uns et les autres. Les familles sont très actives, sont très vigilants. L'école joue son rôle. Les maisons de jeunes jouent leur rôle également. Aujourd'hui, on a moins de départs. Mais comme je dis, c'est des faits que j'observe. Je ne suis pas du service de renseignement. Mais quand on regarde les chiffres, par exemple, on parle aujourd'hui d'environ 180 Canadiens qui sont en Syrie. Donc, ce n'est pas énorme par rapport aux chiffres de 33 millions de Canadiens et par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Mais je pense que nous avons, comme société, je touche du bois, comme on dit chez nous, nous avons comme société été très proactifs et très réactifs par rapport à ce qui s'est passé. Et on a mis tous les dispositions nécessaires, autant sur le plan judiciaire, autant sur le plan communautaire, pour freiner ce fléau et comprendre, faire le diagnostic. Le plus important, c'est le diagnostic. Nous avons établi le diagnostic, nous avons écouté pourquoi nos concitoyens d'autres religions pouvaient y aller et on agit sur ce fléau et on ne le fait pas seul, on le fait en partenariat avec nos communautés. Monsieur Herman de Paris-Socamba, vous avez évoqué un point très important, c'est celui du désarroi des parents. On en sait quelque chose ici en Algérie, surtout dans la région du Maghreb, où il y a eu beaucoup de témoignages de parents, notamment chez nos voisins tunisiens qui étaient désemparés parce que c'est un contingent important qui part en Syrie. Quelle réponse vous apportez à ces parents canadiens désemparés? Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous essayez de les convaincre? Comment vous essayez de comprendre et de les aider? Écoutez, j'irai plus loin. Il n'y a pas que les parents, il y a la fratrie également. C'est un nouveau phénomène qu'on sous-estime les frères et les sœurs. Frères et les sœurs. Ah oui, moi j'ai des exemples. C'est une crise qui touche en fait toute la famille. Toute la famille, absolument. Et l'entourage aussi. Ah, absolument. Vous savez, la première victime, ce n'est pas la personne concernée, c'est les parents. Moi j'ai l'exemple en tête, là, avant de répondre à votre question. J'ai un parent qui regardait la télévision dans son lieu de travail. Son fils passait à la télé. Et les collègues de travail jugeaient les parents de ce jeune homme en disant « les parents ont mal joué leur rôle, n'ont pas éduqué leur enfant comme il faut, voici l'enfant qui est allé en Syrie, etc. » Le papa était là. Donc, le jugement des pères est immense. Alors, nous, lorsqu'on a des parents qui nous appellent, il y a tout un travail qui est fait en termes de soutien psychosocial. C'est ce qui est plus important, le soutien psychosocial, rassurer les parents et en même temps les accompagner, les acheminer. Nous avons des parents qui sont, d'où les enfants sont encore en Syrie, en Irak. Il faut les accompagner, il faut les aider à comprendre le processus, les accompagner pour certains parents qui sont dans les processus judiciaires actuellement. Donc, il y a un soutien serré qui est fait au niveau de soutien psychosocial, psychologique. Puis, en même temps, il y a un soutien qu'on offre aussi le soutien à la fois à la fratrie. Hein, vous imaginez, moi j'ai des exemples, deux sœurs qui partagent un même lit, le lendemain, l'autre sœur s'en va. Et elle n'a jamais vu venir. Donc, vous imaginez le choc, la culpabilité. Donc, c'est vraiment une détresse qui va au-delà de la personne concernée, c'est toute la famille. J'ai des parents qui ont perdu leur emploi, par exemple, parce qu'ils se sont vus stigmatisés, qui ont laissé tomber le travail. Il y a des parents aujourd'hui qui sont malades, qui sont... Bref, je vous dis, la détresse est immense. Et j'ai remarqué les mêmes faits récemment. J'étais en Tunisie où j'ai rencontré des parents aussi qui vivent les mêmes détresses que les parents canadiens. Donc, ça veut dire le phénomène, il est mondial. Les conséquences sont également mondiales, d'où l'importance de travailler de manière concertée entre nos pays. En fait, la détresse n'a pas de nationalité dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a de jeunes Canadiens qui sont revenus de Syrie? Écoutez, pas encore, à ma connaissance. Vous savez, une bonne partie des jeunes Canadiens qui sont allés, la plupart ont eu des enfants. Donc, il y a tout un enjeu de nationalité pour ces enfants-là. Il y a aussi le fait que nous avons une loi au Canada qu'on appelle la loi C-51 qui sanctionne à la fois l'intention, mais aussi le fait d'y aller. Donc, je pense qu'avec tout ce qu'on voit, la tombée des racailles et tout, il y aura des retours. Mais comme société, on est prêt. Vous savez, c'est qu'on a dit au gouvernement fédéral chez nous, il va falloir développer une stratégie de prise en charge de ces retournants. Il faut à la fois que ceux qui sont allés en Irak, en Syrie, qui ont commis des actes, doivent subir les conséquences judiciaires. Mais en même temps, ceux qui n'ont rien fait, il va falloir leur donner du soutien psychologique. C'est important. L'objectif, ce sont des Canadiens qui veulent rentrer chez eux. Il faut les accueillir, il faut leur donner l'aide nécessaire. La C-51 est une bonne loi, selon vous? Écoutez, la loi elle est toujours bonne dans la mesure où elle a été votée par des élus du peuple. Donc, on respecte la loi. Alors parlons maintenant de la coopération avec l'Algérie. Déjà, vous êtes en Algérie pour l'occasion pour parler de votre expérience et celle du centre que vous dirigez en tant que directeur général. Y a-t-il une vraie coopération entre votre centre et l'Algérie ou est-ce que c'est juste des discours aujourd'hui? Ah non, je ne pense pas que c'est des discours. Hein. On est dans de pratico-pratique. Moi, je n'ai pas le temps pour faire des discours. L'Algérie a une expertise extraordinaire
vous savez, j'ai fait pas mal de pays au niveau international, une expertise en termes de formation des imams, des oulémas ici, qui je pense qu'on peut s'inspirer comme pays. Et en même temps, nous avons une expérience en termes de prise en charge psychosociale, en termes de stratégie de prévention de la radicalisation qu'on pourrait partager avec nos collègues d'Algérie. Donc, on est vraiment dans une démarche de coopération à long terme avec l'Algérie. Et je peux vous dire que ma visite, c'était vraiment de voir quel est le parcours de reconnaissance des imams en termes de formation, en termes d'organisation. Vous savez, le problème qu'on a au Canada aussi, on ne va pas se le cacher, hein, nous avons des individus qui peuvent s'autoproclamer imam facilement. Donc, il se lève un matin, il est imam, aucune formation, aucune compétence, sauf que la personne a le bon verbe. Donc, il donne l'impression qu'il maîtrise la religion. Et en même temps, ce sont ces personnes qui ont radicalisé nos enfants. Alors, donc, c'est d'où l'importance pour nous d'avoir au moins une procédure pour reconnaître cette fonction, mais surtout d'avoir la légitimité de la communauté. Donc, c'est l'objectif de mon déplacement ici. Quel est votre vis-à-vis en Algérie? C'est un ministère, un département, les services de police? Écoutez, d'abord, notre vis-à-vis, c'est l'ambassade du Canada qui fait le lien en termes diplomatiques. Nous sommes en lien avec le ministère des Affaires religieuses, la Ligue des oulémas du Sahel. Bref, il y a beaucoup de partenaires. Nous avons des liens avec certains organismes jeunesse, parce qu'on essaie d'échanger avec les associations algériennes. Je vous dirais qu'on est très, très présent et je pense que c'est le début d'une longue coopération. Donc on peut dire, puisque vous avez parlé de la lutte contre le terrorisme et la prévention au Canada, c'est contre l'islamisme politique, mais aussi l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais l'expertise algérienne, selon vous, elle concerne surtout le volet religieux. Ça veut dire que l'expérience algérienne en la matière, c'est uniquement concernant les imams, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent intéresser votre centre? En termes de contre-discours, par exemple, c'est au-delà de la formation des imams, il y a tout le volet de contre-discours qui est intéressant à explorer. Je vous dirais aussi, ce que j'apprends des Algériens, c'est le fait que les Algériens ont un passé avec le terrorisme. On parle de décennie noire et c'est comme un antidote en Algérie. Et je pense qu'on peut construire à partir de là. Et nous, comme société, comme société canadienne, on a à apprendre également de l'Algérie. Donc, je pense que pour l'instant, à court terme, les besoins dont nous avons, c'est vraiment en termes de formation, c'est de voir le processus de formation, c'est aussi en termes de stratégie de contre-discours. Je pense que c'est deux aspects auxquels, je vous dirais, à court terme, ça va beaucoup nous aider. Même s'il n'y a pas en Algérie un centre de prévention de la radicalisation, est-ce que c'est un projet qui peut aboutir à long terme? Est-ce que vous en avez fait la proposition? Est-ce que vos partenaires algériens ont montré cette volonté de créer un centre de prévention de la radicalisation? Alors, l'idée ce n'est pas seulement d'avoir un centre. L'idée, c'est aussi de donner des moyens à la société civile, aux organismes associatifs. Vous savez, la radicalisation, c'est une gouvernance locale. La radicalisation, c'est une réponse locale. Donc, il faut soutenir les associations qui sont sur le terrain. Et je pense qu'au niveau de l'Algérie, je pense que l'État, le gouvernement, ils sont conscients du rôle du milieu associatif. Quand je regarde ce que font les associations ici en Algérie, que j'ai visité, en termes de la vulgarisation du vivre ensemble, en termes de développement de l'esprit critique dans les centres de jeunesse que j'ai visités, je dis, c'est là qu'il faut miser. Il faut prendre cet argent dans la lutte au terrorisme. Je le dis même chez nous, au Canada. Il faut prendre tout l'argent qu'on met dans la lutte au terrorisme, où on donne plus d'argent à l'armée, à la police, etc. On le donne aux associations, et c'est là où ça change. Quel rôle joue ou peut jouer aujourd'hui la société civile algérienne, on parle de notre exemple, dans la prévention du terrorisme et dans la lutte contre la radicalisation? Est-ce qu'elle a déjà droit de parole? Est-ce qu'elle est écoutée ici, en Algérie? Est-ce qu'elle peut bénéficier de votre expertise à vous? Écoutez, ce que je peux vous dire, que l'Algérie peut être fière d'avoir un réseau d'associations très engagées dans la communauté. Moi, je pense qu'il y a tout un réseau auquel il va falloir capitaliser, auquel le gouvernement devrait, je crois, et le fait très bien, le soutenir dans ces initiatives. Vous savez, la lutte au terrorisme, ce n'est pas qu'une compétence de l'État, il va falloir les associer les deux, la société civile et le gouvernement, les services de renseignement. Et je pense que ça prend juste une volonté politique, ça prend aussi du sérieux pour les associations. Il faut démontrer à nos gouvernants qu'on est capable de jouer une partition de la musique, finalement, dans la lutte au terrorisme. Vous savez, beaucoup de pays
ont toujours pensé répression, pensée sécuritaire lorsqu'on parle du terrorisme. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun État qui peut dire que la réponse est sécuritaire. Et je vous dirais, il y a une étude qui a été publiée récemment qui démontrait clairement que depuis les attentats de 2001 aux États-Unis, on a augmenté le budget de défense de certains pays, notamment les États-Unis, est en croissance. Le nombre de lois dans les pays occidentaux est en croissance. On a augmenté les budgets dans les pays occidentaux en croissance, mais le nombre de morts, le nombre d'attentats est en croissance. Donc, la stratégie sécuritaire présente des limites. Donc, il va falloir trouver cet équilibre entre l'aspect sécuritaire et l'aspect préventif. Et ça passe par l'association. Et vous avez anticipé sur ma prochaine question concernant le tout sécuritaire, parce que le tout sécuritaire a pendant très longtemps été très imposé en Algérie. L'ancien maire de New York, M. Giuliani, avait même parlé de tolérance zéro. Qu'est-ce que vous pensez de la tolérance zéro? Et qu'est-ce que vous pensez du tout sécuritaire? Est-ce qu'on peut régler aujourd'hui le terrorisme par des questions uniquement sécuritaires, ou est-ce que vous appelez à une collaboration avec tous ceux qui appellent à la prévention? Écoutez, ça prend une approche concertée, intégrée, et c'est une compétence partagée. La police, l'armée seule, les services de renseignement seuls ne peuvent pas freiner ce fléau. C'est impossible. Aucun gouvernement. Aujourd'hui, il va falloir changer la dogme, la manière de concevoir cela. Et ça devient important, ça devient nécessaire, parce que sinon, nos pays vont être vulnérables. Croyez-moi, je pense que le milieu associatif a un rôle à jouer. Le tout sécuritaire présente des limites, et on le voit en termes d'événements qu'on a vus récemment. Et vous savez, quand on parle de prévention, l'armée, la police n'ont pas forcément ces compétences en termes d'analyse psychologique, d'analyse psychosociale, en termes de stratégie de prévention. C'est pas leur compétence, c'est pas leur formation. Et c'est le complémentaire de la société civile qui peut faire la différence. Et dans bien des cas, il y a des questions de lien de confiance aussi qui jouent beaucoup. Le regard que les gens ont vers les services de renseignement, que ce soit en Algérie, au Canada, partout, sont les mêmes enjeux. Donc, il va falloir changer notre manière d'aborder cette question du terrorisme. Et un autre enjeu aussi, je prends l'exemple, la plupart des attentats qu'on a connus en Europe, 80% des attentats qu'on a connus des dernières années, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, c'est toutes les personnes qui ont été identifiées par les services de renseignement. Bien avant. Alors, mais comment expliquer qu'on a des individus qui ont été identifiés par nos services de renseignement puissent passer à l'acte? Le problème, c'est quoi? C'est que nos services de police, nos services de renseignement, partout, pensent que le fait qu'on est individu, on met les mesures de contrôle judiciaire, c'est fini. Non, la radicalisation, ça se passe également dans la tête. Donc, on peut arrêter la personne. Si on ne fait rien dans sa tête, il va exploser. D'où l'importance d'avoir ces acteurs-là. Mais la nature du régime est très importante aussi. Le Canada et l'Algérie n'est évidemment pas la même nature de régime. Est-ce que vous considérez que vos partenaires algériens sont plus enclins au tout sécuritaire ou plus enclins à la prévention? Je dirais que j'ai échangé avec les leaders politiques qui étaient très, très sensibles à l'aspect prévention et qui croient beaucoup à la prévention. C'est pour cela qu'ils nous ont ouvert les portes. C'est pour ça que nous échangeons avec le gouvernement algérien. Donc, je pense qu'il y a une ouverture, il y a une sensibilité qu'il faille quand même saluer. Je vous dirais, il y a bien des pays moi, j'ai trouvé une ouverture, grande ouverte en Algérie, que j'ai vu dans d'autres pays, qu'on pourra dire autre. Non, je pense qu'il y a une ouverture. Il faut saluer cela. Maintenant, c'est de concrétiser cela, c'est de donner les moyens aux acteurs concernés. Comment peut-on juger du succès d'une politique de prévention contre la radicalisation? Votre centre existe depuis quelques années. Si vous devriez faire un bilan, il serait positif, négatif. Avez-vous des chiffres, des données qui peuvent vous permettre d'établir un bilan? Alors, écoutez, le bilan, vous savez, le bilan, ça peut être, on peut le mettre en termes quantitatifs, en termes qualitatifs, mais pour moi, le bilan aujourd'hui, une famille d'aidés, c'était déjà un bilan positif pour moi. Je me suis donné comme objectif à chaque fois que nous évitons le pire à une famille canadienne, à chaque fois qu'on intervient avant que la personne se radicalise, c'est un bilan positif. Mais alors, si on parlait en termes quantitatifs ou qualitatifs, aujourd'hui, depuis que nous sommes créés, le nombre d'appels chez nous, par exemple, a explosé. Les gens ne font qu'appeler parce qu'ils ont des questionnements. Donc, ça dit qu'il y a un intérêt. On peut le dire en termes de cela. En termes de prise en charge, en termes de déradicalisation, j'aime pas bien le terme déradicalisation, nous avons des cas où on suit une vingtaine d'individus depuis 2-3 ans qui se sont réinsérés dans la société, qui aujourd'hui sont mariés, ont des enfants, travaillent, bref, ceux qui voulaient faire de djihad, ceux qui voulaient faire du mal, finalement, disons-le ainsi, aujourd'hui, c'est des citoyens qui ont recommencé leur vie. Donc, ça peut être un indicateur de succès, mais c'est très tôt. C'est très tôt pour faire des bilans. Il faut se donner 5-6 ans pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Vous savez,
Il n'y a aucun pays aujourd'hui, on est tous à la recherche de la bonne recette. Donc on essaye autant que l'on peut, mais je peux dire que je suis très satisfait du bilan actuel et ça m'encourage. Et d'ailleurs, on est en train de faire une évaluation de toutes nos stratégies, donc on en discutera au moment opportun. Merci beaucoup Herman de Paris au combat. Vous êtes le directeur général du Centre canadien de prévention de la radicalisation à la violence. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.